Le cannabis, évidemment, ne se limite pas aux problèmes d'anxiété et de dépression, mais dans le temps qui m'est imparti, je vais m'appliquer à focaliser et à détailler ce problème. Le cannabis, vous le savez, c'est le chanvre indien. C'est une variété de chanvre qui a vu le jour, qui est né sur les contreforts de l'Himalaya et qui se distingue du chanvre textile par le fait qu'ayant poussé dans des régions sèches, arides, eh bien il a dû se protéger de la dessiccation en fabriquant une résine sur ses fleurs, mais plus encore sur ses feuilles. Eh bien cette résine concentre un principe actif que l'on appelle le tétrahydrocannabinol ou THC. Le THC est au cannabis ce qu'est l'alcool aux vins et spiritueux, ce qu'est la nicotine au tabac, ce qu'est la morphine à l'opium, c'est-à-dire au pavot. Avec une nuance, c'est que pour éprouver des effets psychiques, avec l'alcool par exemple, il faut atteindre des concentrations de l'ordre du gramme par litre. Avec la morphine, l'héroïne, il faut atteindre des concentrations 1000 fois moindres, de l'ordre du milligramme par litre, alors qu'avec le tétrahydrocannabinol, pour éprouver des effets centraux, cérébraux, eh bien il faut des doses 1000 fois moindres encore, du microgramme par litre. C'est donc une drogue qui est extrêmement active, puisqu'active à de très faibles doses. Voici une présentation de la plante. Ce qui est consommé de la plante, ce sont donc soit ses feuilles et de courts rameaux, et cela c'est la marijuana, c'est l'herbe, c'est la bœuf. Ou bien on peut par battage de cette plante faire tomber la résine en fins globules et agglomérer ceci par des matériaux quelquefois peu ragoûtants, la poudre de pneu, la poudre de henné, certains y ont même vu parfois de la crotte de chameau, c'est dire au passage le peu de considération qu'ont ceux qui intoxiquent pour ceux qu'ils intoxiquent. Et bien donc cette résine agglomérée, c'est le hashish ou shit. Même principe actif, mais deux formes de consommation, ou bien on fume directement l'herbe, la bœuf, la marijuana, ou bien cette résine, le hashish, le shit, va être égrenée dans du tabac et permettre la confection de joints ou de pétards. Voilà des présentations du cannabis. Au cours de ces 30 dernières années, un nouveau paysage de cette drogue s'est dessiné, au point que la mythologie du bon chichon, qui avait été édifiée à partir de produits à faible teneur en principe actif, doit être actuellement totalement repensée. En effet, on a vu se multiplier presque d'un facteur 10 le taux de tétrahydrocannabinol dans les produits qui sont actuellement en circulation. Comment cela ? Cela fait appel à des sélections génétiques, car la plante est une plante dioïque. Il y a des pieds mâles et des pieds femelles. On va donc goûter, si j'ose dire, un pied mâle. Il est assez costaud, les effets qu'on en ressent sont particulièrement marqués. Eh bien, on va le faire croiser avec un pied femelle qui possède les mêmes propriétés. C'est ce qu'on appelle la sélection génétique. Et de génération en génération, croisant des pieds mâles bien producteurs de tétrahydrocannabinol avec des pieds femelles qui ne le sont pas moins, on arrive alors à constituer des espèces qui s'appellent Nederwit, Skunk, Super Skunk, Ice Blue, etc., qui sont des produits très fortement dosés en tétrahydrocannabinol. Autre florilège, ce sont les manipulations génétiques. Il y a des agronomes fort habiles, hollandais en particulier, qui ont réalisé ce qu'on appelle des espèces polyténiques. C'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre des chromosomes de la plante. Ceci confère à la plante une plus grande sensibilité aux intempéries. Mais cela n'a pas d'inconvénient si la plante est cultivée en serre, et ceci est au service d'une production beaucoup plus importante de tétrahydrocannabinol. Il y a encore
puisque la fleur mâle doit féconder la fleur femelle. Dès qu'elle est identifiée, cette fleur mâle, on va la couper. On va en quelque sorte castrer le pied mâle. Dès lors, la fleur mâle ne fécondant plus la fleur femelle va évoluer sans former de graines, sans semence, synsémia. Et c'est la fameuse synsémia, la fleur femelle de cannabis non fécondée, qui comporte des taux de l'ordre de 30%, absolument extravagants, de tétrahydrocannabinol. Les produits d'antan étaient dosés en tétrahydrocannabinol de l'ordre de peu ou prou 1%. Les produits qui font l'objet actuellement des saisies par la police des stupéfiants ont des taux de tétrahydrocannabinol entre 8 et 12%. Oui, le taux a été multiplié par 10 en une trentaine d'années. Et ça change tout. Ça n'est plus l'ivresse, la désinhibition, la gaieté de la consommation de 250 millilitres de bière. C'est la cuite que produit la consommation de 150 millilitres de whisky à 40 degrés. On a changé de produit. Ça n'est plus le rire bête, la désinhibition. C'est de façon aiguë, de surcroît, le délire et les hallucinations qui sont des éléments constitutifs des troubles psychotiques. Et puis, hélas, on a vu se développer dans les années qui viennent de s'écouler en France l'installation de crow-shops, c'est-à-dire des boutiques où l'on peut se procurer tout le matériel pour cultiver en armoire, en chambre, son produit. Avec en particulier des lampes qui vont choisir les longueurs d'onde de la lumière qui conviennent le mieux à la plante. On va également agir sur la chaleur, sur la température, on va agir sur l'hygrométrie, on va agir sur le cycle jour-nuit. On va même pouvoir faire des cultures sans terre, sans sol. C'est ce qu'on appelle les cultures hydroponiques, sur des matrices de polystyrène avec des jus soigneusement dosés. On va laisser la plante se développer au service d'une production maximale de tétrahydrocannabinol. Et c'est ce qui fait donc que les produits qui circulent, disais-je, ont des taux de principes actifs multipliés par 10 environ. Ceci sert à confectionner des joints. Quand vous tirez sur une cigarette, au bout de 20 millilitres, vous arrêtez l'aspiration, les fumées sont chaudes et obligent donc à interrompre cela. Eh bien, il est un dispositif qui permet d'éviter cette limitation de la quantité inspirée. C'est la pipe à eau, le bang ou le bong. Et nos gamins, qui sont encore malhabiles à rouler des joints, vont avec délice recourir à ce mode de consommation. Quand je dis nos gamins, il faut savoir, et ce sont les chiffres de l'Office français des drogues et des toxicomanies, nous apprend que 300 000 de nos gamins, entre 12 et 15 ans, se sont déjà approchés du cannabis. Or, plus tôt l'essayer, c'est plus vite l'adopter et c'est plus intensément se détériorer. Or, ils ne recourent pas au joint ou au pétard, ils recourent à une forme de consommation au moyen de cette pipe à eau. Comment les choses se déroulent-elles? Sur du tabac, une forte dose de résine va être mélangée. Et un tuyau va donc descendre pour barboter dans de l'eau bien fraîche. Et puis il y a un autre tuyau qui repart au-dessus et l'extrémité va être mise dans la bouche. Et là, avec une belle synchronisation, allumant le briquet et inspirant, le sujet va inhaler d'un seul trait, d'un seul coup, 4 litres. C'est plus les 20 millilitres que l'on tire en tirant sur une cigarette, c'est 4 litres. C'est-à-dire le volume de réserve expiratoire, le volume courant, celui avec lequel nous sommes en train de respirer en ce moment, 0,5 litre, et puis au-delà, le volume de réserve inspiratoire, vous rajoutez 2 litres. 2 litres plus 0,5 litres plus 1,5 litre, c'est 4 litres de fumée qui d'un seul trait vont venir remplir l'accordéon complètement étiré. Lorsque cela survient, dans les alvéoles pulmonaires, les fumées vont présenter la totalité du tétrahydrocannabinol qui a été généré, car celui-ci est rigoureusement insoluble dans l'eau et n'en a abandonné aucun fifrelin
à l'eau dans laquelle ces fumées ont barboté. Par contre, un certain nombre de substances solubles dans l'eau, irritantes, qui auraient pu, au niveau des voies respiratoires, déclencher une toux obligeant le sujet à vider bien vite ses poumons, ces substances-là sont restées en solution dans l'eau. Et ainsi, le sujet qui a rempli ses poumons de 4 litres de fumée va les conserver pendant quelques minutes, comme s'il se mettait en immersion, le grand bleu. Et pendant ces 1, 2, 3 minutes pour les plus performants, eh bien, le tétrahydrocannabinol va passer tranquillement de la lumière des alvéoles pulmonaires dans le torrent circulatoire. Et donc, le sang se charge en tétrahydrocannabinol. Ce sang qui va amener le tétrahydrocannabinol au cerveau. Le cerveau, c'est 1/40 du poids du corps. Vous pourriez penser que le sang va recevoir 1/40 du débit cardiaque. Oubliez ce chiffre, il est faux. Le cerveau est en fait le grand privilégié de l'hémodynamique. Le cerveau reçoit en effet à chaque instant 1/4 du débit sanguin. Et donc, c'est avec cet enthousiasme que le cœur va envoyer au cerveau ce sang chargé de tétrahydrocannabinol. Entre le rez-de-chaussée et le premier étage, entre le torrent circulatoire et le cerveau, existe une barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire un dispositif qui trie et qui ne laisse pas passer vers le cerveau toutes les substances qui circulent dans le sang. Eh bien, il n'y a pas de barrière hémato-encéphalique pour le tétrahydrocannabinol. Son exceptionnelle solubilité dans les lipides lui permet de traverser cette membrane avec une extraordinaire facilité. Et c'est donc un véritable tsunami de tétrahydrocannabinol qui va envahir le cerveau. Le flux l'apporta, le reflux ne le remporta pas. C'est-à-dire qu'en fait, cette drogue, quand elle quitte le sang, va vers le cerveau, mais n'en repart pas. C'est ainsi qu'un joint, c'est 1 semaine dans la tête, et plein de joints, c'est pour des mois entiers dans la tête et dans le corps, et en particulier dans les masses lipidiques, dans les bouées de sauvetage dont certains sont particulièrement pourvus. Les gros divertissent une partie de leur tétrahydrocannabinol vers leur graisse périphérique, quand les maigrichons envoient tout cela totalement au cerveau. Donc, je disais, un joint, c'est 1 semaine dans la tête, et plein de joints, c'est pour des mois entiers dans le corps. Une étude récente nous vient d'Australie. Dans des prisons australiennes où le cannabis ne circule pas comme il le fait dans les prisons françaises, eh bien, des individus qui étaient des consommateurs réguliers ont été incarcérés. Il était possible de suivre l'élimination dans leurs urines du tétrahydrocannabinol. Plus de 8 semaines, plus de 2 mois après l'arrêt de toute consommation, un consommateur régulier de cannabis continue d'éliminer dans les urines et partant dans les égouts de la ville les produits issus de la transformation du tétrahydrocannabinol qui lentement finit par se désorber du cerveau, repassant devant ses cibles biologiques et va au niveau du foie être transformé en des molécules moins solubles dans les graisses, plus solubles dans l'eau, ce qui leur permettra d'être éliminés par le rein dans les urines. Le tétrahydrocannabinol va se stocker dans le cerveau parce que le cerveau est riche en graisse et parce que le tétrahydrocannabinol est extraordinairement lipophile ou liposoluble. La liposolubilité d'une substance, c'est-à-dire sa solubilité dans les graisses, va se mesurer par ce que l'on appelle le coefficient de partage. Et nous allons faire une petite expérience. On va prendre une bouteille qu'on va remplir pour moitié d'eau et pour moitié d'huile. L'huile plus légère flotte donc au-dessus de l'eau. Et on va mettre une petite lentille de substance et on va agiter. On va laisser les phases se reformer et on va déterminer quelle est la concentration de la substance dans l'huile et dans l'eau. Eh bien, si je prends une substance comme l'héroïne,
Quand j'ai fait cette expérience, je constate que j'ai 100 parties d'héroïne dans l'huile pour une partie dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, le cannabis, l'héroïne, se concentre 100 fois plus dans le cerveau que dans le sang. L'eau, ça représente le plasma, le sang, et l'huile, ça représente le cerveau, car, je le disais, le cerveau est très riche en graisse. Même expérience avec la cocaïne, et là, c'est 1000 fois plus de cocaïne que l'on retrouve dans le cerveau que dans le plasma. Eh bien, s'agissant maintenant du tétrahydrocannabinol, c'est 100 millions, 10 à 100 millions de fois plus de tétrahydrocannabinol que l'on retrouve dans le cerveau que dans le sang. Oui, le tétrahydrocannabinol accède au cerveau et après avoir développé ses effets, il va se dissoudre dans les graisses pour ne repartir qu'à une vitesse infiniment lente, justifiant l'expression, encore une fois, un joint c'est une semaine dans la tête et plein de joints c'est pour des mois entiers dans le cerveau et dans le corps. Le tétrahydrocannabinol développe des effets divers et variés dans le cerveau. Il agit sur des cibles, il frappe à des guichets que l'on appelle des récepteurs. Ces récepteurs spécifiques du tétrahydrocannabinol, ce sont les récepteurs CB1. Ces récepteurs sont très diffus dans le cerveau, même s'ils sont davantage représentés dans certaines structures que dans d'autres. Eh bien, c'est Ralph Meshulam qui s'est posé la question, mais au fait, puisque le cerveau ne fabrique pas de tétrahydrocannabinol, pourquoi y a-t-il des récepteurs pour cette substance ? Ce qui l'a amené à rechercher l'existence de substances endogènes, de substances fabriquées par le cerveau au service de la stimulation de ces récepteurs CB1. Et ces récepteurs, il les a trouvés. Ces substances, il en a trouvé une qu'il a appelée anandamide, du sanskrit ananda qui veut dire félicité, béatitude, par référence à ce que les consommateurs de cannabis demandent à la plante. Eh bien, voici ce qu'est l'anandamide. C'est un dérivé de l'acide arachidonique qui, comme son nom l'indique, est un des acides gras principaux de l'huile d'arachide, de l'huile de cacahuète. Eh bien donc, c'est cela l'anandamide. Depuis lors, une dizaine d'autres substances inspirées chimiquement de la structure de l'acide arachidonique et de l'éthanolamine ont été trouvées dans le système nerveux central que l'on réunit sous le vocable d'endocannabinoïdes. Comment les choses opèrent-elles de façon physiologique ? Un neurone, par une de ses extrémités, vient établir un dialogue avec un élément dit post-synaptique. Ce neurone libère un neuromédiateur. Il y a des neurones dits cholinergiques qui libèrent de l'acétylcholine, des neurones noradrénergiques qui libèrent de la noradrénaline, des neurones sérotonergiques qui libèrent de la sérotonine. Plus de 100 substances de communication différentes sont élaborées, stockées, libérées par des neurones. On a cru pendant longtemps que le neurone établissait avec celui qui venait après lui dans une chaîne opérationnelle, dans une chaîne fonctionnelle, exerçait un monologue. C'est-à-dire, il libérait une substance qui allait frapper un guichet, allait s'associer à un récepteur, et cela faisait naître une réponse, un signal. Eh bien, l'on sait, depuis la découverte de ces endocannabinoïdes, que ça n'est pas un monologue, mais que c'est un dialogue. C'est-à-dire que la cellule qui reçoit cette information va exprimer la façon dont elle ressent celle-ci à l'élément qui lui a communiqué cette information. De même que si je suis le seul à parler en ce moment, ça n'est pas un monologue pour autant. Je vois dans vos regards, dans vos visages, des expressions qui me font dire « ça va trop vite, c'est incompréhensible » ou « tu parles trop fort, tu casses les oreilles ».
vous exprimer quelque chose qui me revient. Eh bien, ce qui me revient, c'est en quelque sorte les endocannabinoïdes qui vont me servir à adapter, à modifier, à moduler mon message. Eh bien, c'est cela, les endocannabinoïdes. Ils vont être libérés par l'élément postsynaptique en réponse à la stimulation qu'il reçoit pour influer sur ces récepteurs CB1 et modifier l'intensité du signal. On est donc là dans un dispositif de régulation exceptionnellement subtil du fonctionnement, du dialogue entre les neurones. Or, que vient faire le tétrahydrocannabinol quand il arrive là-dedans? Il s'impose partout à la fois, intensément, durablement, sans aucune subtilité. C'est littéralement l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Alors que ces substances endogènes, que sont les endocannabinoïdes, ont des durées de survie très brèves, capturées qu'elles sont par des éléments de voisinage qui vont les soustraire à la proximité, à la vicinité de ces récepteurs, alors qu'elles vont être le substrat d'enzymes qui vont les dégrader, le tétrahydrocannabinol, lui, est arrivé. Il faut faire avec lui très longtemps, très durablement, très intensément. Il rompt donc les mécanismes de régulation fine du fonctionnement cérébral. Ces récepteurs CB1, on les trouve présents dans de nombreuses structures, au niveau de l'hippocampe où ils affectent la mémoire à court terme, au milieu du complexe, au sein du complexe amygdalien où ils agissent sur l'anxiété, sur l'émotion, sur la peur, etc. Eh bien, parce que ces récepteurs sont diffus, ils vont pouvoir affecter une multitude de fonctions cérébrales. Et c'est ainsi, et c'est ce dont nous traitions l'an passé, c'est ainsi que le tétrahydrocannabinol va perturber les mécanismes éducatifs en perturbant en particulier la mémoire. C'est ainsi que, alors qu'il incite à boire de l'alcool, la rencontre avec l'alcool est particulièrement désastreuse, en particulier sur la voie publique, comme nous l'a appris récemment l'étude SAM, stupéfiants et accidents mortels de la route. Le tétrahydrocannabinol incite à consommer d'autres drogues. Il est porté sur les épaules du tabac. Je vous ai dit qu'il était incitateur de la consommation d'alcool. On sait aussi qu'il induit la pétence pour l'héroïne. Et tel sujet dépendant au cannabis, s'il vient à rencontrer l'héroïne, va d'emblée l'adopter sur un mode exceptionnel, car il va en ressentir des effets que n'aurait pas ressenti un non-utilisateur de cannabis. À l'origine d'accès de violence, en levant des inhibitions, il y a des relations étroites avec la schizophrénie, ça n'est pas mon propos aujourd'hui. Il agit sur l'anxiété, il agit sur la dépression. Et nous allons insister sur ces deux points. Il se pourrait bien, après tout, que le sujet anxieux serait un individu chez qui la libération, la formation des endocannabinoïdes serait insuffisante. Et donc, le sujet dont le tonus endocannabinoïdergique serait insuffisant, lorsqu'il va rencontrer le cannabis, va en éprouver un mieux considérable. On parle d'individus dont la vie au quotidien, dont l'existence, passez l'expression, est bouffée par une anxiété qui vraiment mine ses jours. Et il vient à rencontrer le cannabis. Et d'un seul coup, c'est l'effet planète, c'est le ça plane pour moi. Cela éloigne toutes ces ruminations pénibles, toutes ces angoisses. Il se sent beaucoup mieux. Il se dit, ça y est, j'ai trouvé mon médicament. Et dès lors, il en use. Et dès lors, il en abuse. Et parce qu'il en use et en abuse, eh bien, il va désensibiliser ces récepteurs sur lesquels, normalement, il agit. Car à stimuler intensément, durablement un récepteur, installe un mécanisme que l'on décrit sous le nom de down regulation, sous le nom de désensibilisation. Lorsque l'on tape trop fort, trop souvent à un guichet,
eh bien ce guichet se ferme, un espèce de rideau descend devant lui, on se protège, la cellule qui est soumise à cette stimulation excessive s'en protège en raréfiant ses récepteurs. Et bientôt, le produit va perdre son effet, puisque quand il se présente devant ces guichets, les rideaux sont baissés. Et parce qu'il en ressent moins les effets, il augmente les doses, il augmente la fréquence, et il ne ressent plus l'effet. Oui, mais non seulement il ne ressent plus l'effet du tétrahydrocannabinol, mais ces pauvres endocannabinoïdes, qui étaient déjà trop faiblement libérés, ne peuvent absolument plus rien. Et cette anxiété qui, dans un premier temps, a été apaisée, va réapparaître sur un mode redoublé. Et c'est un motif fréquent de consultation des cannabinophiles, des sujets qui usent et abusent du cannabis, la résurgence de troubles anxieux. Et quand on analyse s'ils étaient des anxieux antérieurement, oui, ils étaient anxieux, oui, ils avaient apaisé leur anxiété au cannabis, et puis s'est installé le processus toxicomanogène avec cette désensibilisation. C'est sur le même mode que le cannabis agit sur les troubles de la série dépressive. Le déprimé pourrait, pour partie, ou certains déprimés, pourraient devoir tout ou partie de leurs troubles à une diminution de la libération de leurs endocannabinoïdes. Et c'est parce que leur récepteur CB1 serait insuffisamment stimulé par l'anandamide, le 2-arachidonylglycérol, etc., que ces sujets, eh bien, rumineraient de façon douloureuse leur état, ne se projetteraient plus dans le futur, perdraient ces fameux élans vitaux qui nous incitent à entreprendre, à faire, à réaliser, que sais-je. Ils rencontrent le cannabis et d'un seul coup ils se disent « mais ça y est, j'ai trouvé mon antidépresseur. Parce que ce produit me fait du bien, j'en use. J'en abuse, j'y viens, j'y reviens, j'augmente les doses et bientôt le produit ne fait plus rien. Et bientôt donc le produit ne fait plus rien et le trouble réapparaît plus intense qu'il n'était. Et vous savez que derrière la dépression se cache souvent l'idée d'en finir avec la vie, les tentatives d'autolyse, les tentatives de suicide. Eh bien on a vu croître au cours des dernières années, des 10 dernières années, on a vu croître de façon très inquiétante la suicidalité de nos jeunes. Et la courbe d'augmentation de cette suicidalité correspond à l'augmentation de leur consommation de cannabis. Mais deux courbes qui sont parallèles ne sont pas forcément reliées. Pendant ce temps-là aussi a augmenté le prix de l'essence, etc. Et il n'y a sûrement pas de liaison entre l'augmentation du prix de l'essence et la suicidalité de nos jeunes. Alors il a fallu une étude qu'a effectuée Marie Choquet. Marie Choquet est un directeur de recherche de l'INSERM, épidémiologiste, qui a eu à analyser en particulier les questionnaires qui sont remplis par les jeunes qui sont appelés aux journées d'appel à la défense, aux journées citoyennes. Et on demande à ces jeunes gens, à ces jeunes filles qui ont 18 ans, est-ce que vous fumez? Oui, non. Du cannabis? Oui, non. Vous fumez du cannabis une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, plusieurs fois par jour. Avez-vous des tentations? Avez-vous déjà eu des tentations suicidaires? Avez-vous effectué des tentatives de suicide? Et de montrer qu'il y a une corrélation étroite entre les tentations et tentatives de suicide et l'intensité de la consommation de cannabis. Ça n'est donc pas fortuitement que croît chez nos jeunes les tentatives de suicide, ou hélas les suicides réussis, et il y en a plusieurs milliers par an, et que croît la consommation de cannabis. Eh bien, je conclurai, comme je le fais à chaque fois que je termine un exposé sur le cannabis, par cette formule quasi rituelle: non, vraiment, croyez-moi, le chichon, c'est pas bon.